Dominique est avec nous pour ce livre qui est là devant vous, qui est sur les présentoirs et qui vient tout juste de sortir, qui l'a coécrit avec Patrice Burkhalter, un journaliste à l'AFP avec qui vous avez coécrit ce livre, qui résume votre carrière, qui revient sur toutes ces années. Je vous ai fait une confidence tout à l'heure quand nous étions en loge, je vous ai détesté pendant des années. Non mais vraiment, je l'ai détesté pendant des années parce que j'ai suivi l'aventure des Verts, j'avais 13-14 ans et toutes les petites copines étaient folles amoureuses de certains Sinagel, Dominique Rocheteau. Alors elles affichaient comme ça, elles collaient les photos des joueurs de Saint-Etienne et à chaque fois elles me disaient « Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux !» Je disais « Mais qu'est-ce que vous leur trouvez à ces joueurs? Qu'est-ce que vous leur trouvez ?» Qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous dis ça? Je ne les ai pas rencontrés, toutes ces personnes. Non, ce que ça m'inspire, c'est que 30 ans après, on en parle encore, à travers des livres, à travers parfois des reportages. Donc c'est pas un hasard, quoi. C'est une période qui a marqué quand même toute une génération, qui a une belle période, un autre football. Je ne vais pas comparer le football d'hier et d'aujourd'hui, mais c'était quand même un autre football, avec un autre état d'esprit. Et justement, qu'est-ce qu'il avait de particulier ce football alors, dont vous parlez, cette période mythique? Non, alors particulier, donc quand je dis un autre état d'esprit, c'est pas pour critiquer les joueurs actuels, c'est par rapport au système qui est différent, parce que c'est vrai qu'à l'époque, un joueur faisait toute une carrière dans un club, souvent. Moi j'en ai connu 3, mais Alain Giresse a fait toute sa carrière à Bordeaux. Enfin, bon. Alors vous êtes reconnu, Dominique Rocheteau, comme dans le monde du football et à cette période-là, comme quelqu'un d'atypique, quelqu'un qui est un peu en marge, un peu à part. Ah si, attendez, il y a quand même ce match, alors je ne sais plus quel est ce match où les joueurs font la fête parce qu'il y a une victoire, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre voiture et vous rentrez chez vous? Alors c'est un match mythique. En plus? Bah oui, c'est Saint-Etienne-Kiev. Bon, en plus, match mythique. Vous n'en rappelez pas? Non. Saint-Etienne-Kiev, oui, c'est un des grands matchs, je dirais, de l'époque, puisqu'on avait perdu 2-0 là-bas en Russie. C'était la grande équipe aussi de l'époque, avec Blokin, Ballon d'Or. Et puis donc personne ne nous voyait se qualifier, et puis on gagne 3-0. Je marque dans les dernières minutes, dans les prolongations. Voilà, et j'étais très très fatigué en plus. Et oui, c'est vrai que c'était la fête à Saint-Etienne, c'était la fête partout. Parce qu'à l'époque aussi, les gens venaient de partout, mais toute la France, au match. Donc grande fête, et puis oui, je pense que les joueurs avaient fait la fête, et moi j'étais rentré chez moi tranquillement à écouter de la musique. Mais comment est-ce possible ça? J'avais fait la fête après. Oui, vous avez fait la fête après, vous êtes rattrapé. Mais c'est justement par ce genre d'attitude, de comportement qui n'est pas dérangeant, mais qu'on observe juste, c'est un constat. C'est-à-dire que vous êtes toujours en décalage par rapport soit au groupe, par rapport à l'équipe, c'est ce que vous avez été. Et vous êtes aussi en décalage par rapport au monde du foot. Parce que le constat est le suivant, c'est que, par exemple, vous êtes un des rares joueurs à ne pas avoir pris de responsabilité dans un club. C'est le cas? Oui, mais il faut jamais dire jamais, on sait jamais. Comment ça, vous allez un scoop là? Non, c'est ça? On sait jamais. Non, j'ai passé mes diplômes de manager de général pour manager un club il y a 1 an maintenant. Donc j'ai eu ce diplôme et sait-on jamais. Sait-on jamais, très bien. Je prendrai votre portable et je vais vous assaillir de coups de fil. Revenons à vos débuts. Comment ça a commencé cette aventure? Ça a commencé dans un tout petit club, comme beaucoup de joueurs bien sûr, mais moi le football professionnel pour moi c'était très loin, quoi. On voyait bien sûr certains matchs à la télévision, je me rappelle de certaines Coupes du Monde 70, enfin il y a des matchs qui ont marqué. Je suis allé voir mon père qui était un très bon joueur d'ailleurs, et m'avait emmené voir jouer Copa, un des derniers matchs de Copa, mais je voyais très peu de matchs, quoi. Donc j'étais loin d'imaginer que j'allais faire une carrière de footballeur. J'étais dans mon petit village, je jouais au foot, c'était le plaisir avant tout. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai marqué des buts, j'ai été recruté. J'ai eu le choix entre Nantes et Saint-Etienne. J'ai choisi Saint-Etienne, je ne regrette pas. Mais Nantes, c'était un bon club aussi, mais je n'aurais pas connu quand même ces grands moments. Et voilà, quoi. Et c'est à partir du moment où vous avez vu, comme vous le dites dans votre livre, des forêts de micros se dresser devant vous, que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose de particulier qui se déroulait, que vous sortiez justement du match du dimanche pour entrer dans une autre dimension? Alors, forêt de micro, c'est un grand mot. Il y a un peu moins. Oui, non, ça c'est pas triste. Non, mais il y en a un petit peu moins que maintenant. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les journalistes, maintenant c'est les conférences de presse, c'est vrai. Hein. Et à l'époque, les journalistes, ils venaient dans les vestiaires, il y avait tout ça pour comparer un peu. C'est vrai que c'était pas.
Bon, il y avait des contacts avec les journalistes, avec le public. Bon, c'était quand même différent. Maintenant, je trouve que les joueurs sont un petit peu protégés, quoi, surprotégés, il me semble. Voilà, quoi. Oui, la question c'était. Non, mais la question, c'est la forêt de micro qui vient vers vous. D'un seul coup, les journalistes, les flashs. Ouais. On se rend compte que vous avez un don dans les pieds. Est-ce que là, vous êtes rentré dans une autre dimension à ce moment-là? Quand tu as 18 ans, 20 ans, 19 ans, 20 ans, tu n'es pas prêt à tout ça, bien sûr. Bon, moi, j'ai essayé de me protéger, justement. Je suis retiré un peu à la campagne, Saint-Étienne. C'était un peu difficile, sinon. Et ensuite, je suis venu à Paris, peut-être aussi un peu pour ça, d'ailleurs, pour mener une vie, je dirais, un peu normale, quoi, parce que j'ai envie de vivre normalement ma vie, ma jeunesse aussi. Et c'était possible de vivre normalement quand on était footballeur avec l'engouement? Ouais, je crois que c'est des choix, ça. Soit tu rentres dans le jeu du star system, ou soit tu peux l'éviter. Il y a des endroits à éviter. Voilà, il me semble. J'ai l'impression que vous êtes un des rares à l'avoir évité, ce star system, en tant que footballeur célèbre, reconnu, qui nous a donné beaucoup de plaisir. Alors, il réside en quoi, ce Je ne sais pas si je l'ai évité, mais bon, quelque part, je suis encore reconnu maintenant. Donc. Ouais. Non, mais justement, qui amène et qui entraîne le respect. Non, mais j'ai l'impression d'avoir une vie normale, quoi. J'ai joué au football, j'ai connu, c'est vrai, des grands moments, les Coupes du Monde, mais en dehors de ça, j'ai une vie, j'ai vécu normalement, j'avais des amis qui étaient en dehors du foot. Bon, j'aime la musique, j'allais voir des concerts, voilà. Et vous souhaitez être tout à fait normal, à tel point que là, je lis une de vos déclarations, c'était il y a 15 ans, hein. Ouais, il y a 15 ans. J'espère ne laisser aucun souvenir et je me fiche de l'image qu'on donnera de moi. Pourquoi vous avez dit ça il y a 15 ans? J'ai dit ça il y a 15 ans? Ouais, c'est pas possible. J'avais 15 ans alors. Non mais... Parfois on dit des choses, on dit des bêtises aussi, c'est vrai, hein. Ça peut arriver. Hein. Ouais. Et quand je dis que vous êtes quelqu'un d'atypique dans ce milieu, vous faites partie aussi de ces joueurs. Alors à l'époque c'était Belote dans le bus, c'est ça? Tarot. Poker peut-être. Poker, un peu. Et c'est vrai que vous lisiez, vous, des livres? Je disais oui, bien sûr. Enfin, oui, c'est vrai que j'aime pas les cartes. Ouais. Il fallait bien que je fasse quelque chose. non, mais oui, j'aime bien la lecture, j'aime bien la musique, j'aime bien aller au théâtre. Mais bon, ça c'est... Voilà. Il y avait d'autres joueurs aussi qui avaient ce genre de passion. Ouais. Donnez-nous votre avis sur votre génération de footballeurs. Parce que vous êtes entre deux générations. Il y a celle d'Aimé Jacquet, le célèbre en tant que joueur, et ensuite il y a la génération Zidane. Vous êtes entre les deux, vous, hein, deux générations de joueurs. Comment la qualifier, cette génération dans laquelle vous étiez? Moi, ma génération, oui, c'était la génération Platini, hein, je dirais, Platini, Giresse. Comment la qualifier? Ouais. Bon, c'est un grand mot, mais bon, ça c'est vraiment... Je dis pas que les joueurs maintenant n'ont pas le plaisir de jouer, mais c'était vraiment le plaisir de jouer, quoi. Enfin, il me semble. Et pourquoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes en train de... Non. Là, ça fait 2 fois qu'on parle des joueurs d'aujourd'hui, alors. non, mais quand je vois des joueurs comme Messi, sur un terrain, c'est sûr qu'ils ont le plaisir de jouer, ils s'amusent sur un terrain. Ouais. Messi, c'est fabuleux de voir jouer, quoi, quand il prend le ballon. Mais parfois, il y a peut-être un peu trop de... À partir du moment où il y a trop d'intérêt en jeu, c'est sûr qu'il y a plus de calculs, donc voilà, beaucoup plus d'argent, bien sûr. Donc il dit beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de dérives, de tricheries parfois. Donc ça, c'est le système qui veut ça. Mais rassurez-nous, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé, c'est quand même quelque chose qui est à la marge, ce dont vous parlez. À la marge? Oui, de la tricherie, du calcul. Parce que je prends tout simplement hier, nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde, il y avait un superbe match, Brésil-Zimbabwe, superbe match parce qu'on a vu des gestes extraordinaires. Je me suis dit, ouais, non, mais moi voilà, sur le terrain, le football a très bien évolué sur le terrain, bien sûr. Ouais. Bien sûr, quand je joue à Barcelone, ça c'est un régal. Hein. J'espère que cette Coupe du Monde, on va avoir des beaux matchs, on va avoir des belles équipes, il va y avoir tous les meilleurs joueurs du monde. Alors, dans votre livre, on aura des surprises aussi. Et on parle de football, mais ce qui ressort aussi, ce sont les relations humaines, le contact que vous avez avec certaines personnes. Par exemple, il y a des journalistes. Vous avez pu, alors ce qui est impossible aujourd'hui, je crois, hein, qu'un joueur puisse établir des relations aussi profondes avec un journaliste. Ouais, j'ai des amis journalistes, bien sûr, parce qu'il y avait un contact direct. Les journalistes, ils venaient dans les vestiaires, ils nous suivaient, voilà. Mais non, pour donner un exemple, c'est que l'équipe de Saint-Étienne, ça fait quand même maintenant 30 ans, je crois, hein, donc... toute ma génération.
Chaque année, on se revoit, quoi. On se revoit chaque année au moins parce que chacun fait sa vie, chacun a des vies différentes. Il y en a Kirkovic est en Yougoslavie, Piazza en Argentine. Mais chaque année, on se revoit. Bon, ça fait quand même 30 ans. Voilà. Quelque part, c'est un petit signe aussi, quand même. Et ça tient à quoi? Ça tient à la Saint-Étienne, à cette confrérie qui est née de moments exceptionnels, de rencontres extraordinaires, où on le retrouve dans tous les clubs de cette période-là? Je sais pas, je pense qu'on a connu quand même des grands moments, des grandes joies qui nous ont réunis, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a aussi du plaisir à se voir, c'est sûr, hein, c'est normal. Et puis si on a réussi à avoir des résultats, il n'y avait pas de grandes stars dans notre équipe, c'était parce que comment on dit, on était tous formés au club, on se connaissait bien, il y avait des affinités. Donc c'est vraiment, il y a de l'amitié entre les joueurs. Donc c'est aussi ce qui a fait qu'on a renversé les situations, il y avait beaucoup de solidarité. Une grande équipe, c'est des grands joueurs bien sûr, mais c'est aussi il faut qu'il y ait autre chose, quoi. Le foot, c'est un sport collectif, quoi. Et ça a été l'ingrédient supplémentaire, le moteur qui a permis de renverser les situations, l'amitié, la solidarité, la fraternité, bien sûr, le contact, que dans le vestiaire on puisse se toucher, se dire en tout cas je suis là si jamais tu... Quand j'y touche en tout bien tout honneur, mais si jamais tu tombes, je serai toujours là pour te soutenir. Il y avait un contexte aussi, il y avait le contexte de Saint-Étienne. Saint-Étienne, un peu les stades à l'anglaise, le public qui était là, qui était proche de nous, qui nous avait bien aidé parfois aussi à gagner des matchs. Quel est votre souvenir de foot, de match, de rencontre, d'instant le plus fort? Les grands matchs, les grands moments, les grandes finales, finale Coupe de France, les matchs dont on parlait avec Saint-Étienne bien sûr, Coupe d'Europe. On ne peut pas en isoler un, là, qui vous... Et puis la Coupe du Monde, les Coupes du Monde. Ouais. Pour Saint-Étienne, le match dont je parlais tout à l'heure, Saint-Étienne-Kiev, bien sûr, parce que quand on perd 2-0 et qu'on revient à 3-0, c'est assez exceptionnel, quoi. Enfin, pour l'époque, qu'une équipe française aussi aille si loin. Et puis la Coupe du Monde, bien sûr, la Coupe du Monde, je retiendrai le match France-Brésil en 86. Est-ce que vous avez encore du mal à diriger, à avaler cette demi-finale de 82? J'aime pas trop revoir le match. Si, j'aime bien revoir le match, mais j'aime pas revoir le dernier quart d'heure des prolongations. Vous savez que j'ai pas pu le revoir, moi, depuis. C'est terrible, hein. Ouais, quelque chose qui... c'est terrible. Et vous aussi, ça vous... Mais d'un autre côté, ça a été un beau match, un grand match, un grand spectacle. Mais à chaque fois, les Allemands nous ont fait mal, quoi. 86, 82, Saint-Étienne aussi en finale à Glasgow. Ouais. L'équipe de 98 nous a vengés en quelque sorte. En quelque sorte, heureusement. Alors là, je pense qu'ils sont comme moi, c'est-à-dire que nous sommes fans de ce que vous êtes, de ce que vous avez représenté à travers votre livre. On va inverser, c'est-à-dire que maintenant, on va se mettre de l'autre côté. Est-ce que vous êtes fan d'un joueur? Fan d'un joueur? Ouais. J'étais surtout fan de musiciens, de rock. Mais d'un joueur, peut-être pas, mais pas jusque-là. Non, mais j'aime bien, il y a des grands joueurs, bien sûr. Dans mon livre, je parle de Pelé, de Platini, de Best, Georges Best, qui était un peu mon idole à l'époque. Rock'n'roll. J'aimais bien rock'n'roll, son style, quoi. Ouais. On parlait de lui comme le 5e Beatles. Et puis actuellement, Messi. Messi. Chaque fois qu'il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe. Hein, quand il a le ballon qui est collé comme un aimant. Mais enfin, j'aime bien beaucoup de joueurs d'équipe de France aussi actuellement. Je sais pas moi, Diaby, Gourcuff, Valbuena, Henry bien sûr. Enfin bon, voilà. Alors, puisque nous sommes sur l'équipe de France, on va y rester quelques instants. On va profiter de votre expertise. Quand on fera écouter sur Radio France, sur les antennes de Radio France pendant la Coupe du Monde, est-ce que vous participez de l'analyse complet et total qu'on entend sur cette équipe de France? Est-ce que vous êtes vous aussi en acrimonie avec cette équipe de France? Non, puis moi j'ai toujours tendance à être assez mesuré, et puis toujours tendance à défendre l'équipe de France, à défendre les joueurs de l'équipe de France. J'ai été joueur d'équipe de France, donc je suis peut-être pas forcément toujours objectif, mais j'ai tendance bien sûr à les défendre, parce que c'est vrai que c'est une équipe... de toute façon, à partir du moment où si dans cette Coupe du Monde, et s'ils gagnent le premier match contre l'Uruguay, rapidement, toute la France va être derrière, et puis j'espère que ça sera... qui vont faire une belle Coupe du Monde. Tout le monde attend qu'ils fassent une belle Coupe du Monde. Alors je comprends que votre cœur soit tout à fait du côté des Bleus, puisque vous avez porté le maillot des Bleus de nombreuses reprises, mais est-ce que c'est justifié, toutes ces critiques sur l'équipe de France? Je profite de votre expertise, je vous en prie. Naïvement, je vous demande ça, vous avez remarqué? Moi, ce que je trouve pas justifié, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de grand match pendant 2 ans, là. Ils n'ont pas fait de grand match. Alors on attend toujours que l'équipe de France fasse un grand match, fasse du spectacle. Ils n'ont pas fait de grand match, à part en Serbie peut-être, où ils avaient fait un bon match en jouant à 10. Ils sont qualifiés difficilement, on sait comment, mais bon, on va pas revenir là-dessus.
Donc on attend de cette équipe de France qu'elle gagne, bien sûr. Puis en France, on aime bien aussi le spectacle, quoi. Voilà, il y a eu, c'est vrai, en 98, on a eu, quoique 2000, pour moi, l'équipe de France était meilleure que celle de 98. Il y a eu toutes ces générations qui ont fait aussi, on gagnait des titres, mais aussi on fait le spectacle. Il y avait un jeu à la française aussi, donc un style aussi. Donc on attend un peu plus de cette équipe de France. Mais de là à la critiquer, non, de toute façon, voilà. Maintenant, ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'elle joue vraiment en véritable équipe, qu'il y ait une osmose il se passe quelque chose, quoi. Alors, les grandes compétitions apportent toujours ce petit ingrédient supplémentaire qui donne le moteur pour se surpasser. Est-ce que vous, qui avez participé à des Coupes du Monde, la magie de la Coupe du Monde pourrait permettre justement à l'équipe de France de trouver une motivation supplémentaire pour se révéler? Ouais, c'est ça, vous parlez de la magie des Coupes du Monde. Pour un footballeur, si t'es pas motivé pour avoir un événement comme ça, c'est pas normal. Donc nous, je sais que, alors je reviens sur nos expériences. En 82, on n'était pas favoris, on avait perdu le premier match contre l'Angleterre, puis au fur et à mesure, il s'est créé quelque chose et on est arrivé en demi-finale. 2006, avec l'équipe de France 2006, il démarre mal, hein, l'équipe de Zidane, Thuram, il démarre très mal, donc ils vont jusqu'en finale. Ouais. Avec le match au charnière contre le Togo, oui. Oui. Et cette magie Coupe du Monde, alors je vous demandais quelque chose, alors c'est juste pour mon plaisir, et pour le plaisir aussi des personnes qui assistent là, à cet entretien. Dans le football, il y a des choses qui sont vraiment incroyables. Par exemple, moi je sais que quand je joue au football, ce que j'adorais, moi, c'était entendre le bruit des crampons sur le carrelage. Juste avant d'entrer sur le vestiaire. Voilà, ça c'était magique, ça. De toucher le maillot, de toucher l'épaisseur du maillot avant de l'enfiler quand j'étais gamin. Et c'était aussi l'odeur de l'huile de massage. La magie de la Coupe du Monde, avec des sons, des couleurs et des images, c'est quoi, vous qui étiez de l'intérieur? C'est des souvenirs déjà d'enfance, hein. 70, le Brésil, Pelé, enfin voilà. Toujours des très grands matchs, mais c'est aussi surtout la fête. Je pense la fête. Ouais, pour moi, la Coupe du Monde, autant le football justement, moi j'ai encore critiqué. C'est vrai, ce qui se passe au niveau des supporters parfois, c'est pas l'idéal, hein, surtout en ce moment. Les supporters de club, je parle. Parce que moi, j'aime pas le fanatisme, donc moi, j'estime qu'on va voir un match de football pour voir un spectacle, hein, même si on supporte une équipe. Mais la Coupe du Monde, à chaque Coupe du Monde, on a vu en 98, c'est la fête, les supporters se mélangent. Et ça, pour moi, le football, ça doit être ça, quoi. Avant de terminer cet entretien, revenons sur Saint-Étienne. Pourquoi la magie de cette époque-là est toujours présente, au-delà de l'espoir sportif? Parce que faut demander aux gens qui sont là. Non, parce que quand on va à Saint-Étienne, c'est partout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aura qui plane, là, il y a quelque chose qui est là. Et pourtant, c'est difficile. Et c'était un peu plus de 30 ans. Hein. Je suis l'équipe, ça fait 30 ans, je crois qu'on n'a pas peut-être pas loin de 30 ans qu'on n'a pas eu, je dis con parce que je me sens encore vert, bien sûr, mais qu'on n'a pas eu un titre. Et pourtant, c'est vrai, la magie est toujours là. C'est quand même certainement passé quelque chose à ce moment-là. Il y a eu dans l'histoire du football français, il y a eu des grandes périodes comme ça. Il y a eu Reims en 58, il y a eu Saint-Étienne dans les années 75, Marseille après, mais bon. Et puis Saint-Étienne à l'époque, c'était pas comme le football de maintenant, il y avait on était les seuls à aller loin en Coupe d'Europe. Donc il y avait toute la France derrière nous aussi. Ça jouait aussi, bien sûr. Alors je sais que vous êtes trop modeste pour me dire oui, mais est-ce que vous avez conscience qu'avec ce que vous nous dites, c'est-à-dire l'impact qu'il y a toujours sur Saint-Étienne, l'impact que cette période-là a toujours sur les Français, quelque part vous êtes dans l'ADN de toute personne qui aime le football. Est-ce que vous avez conscience de ça? Quand je fais une tournée comme ça, un peu, je vois les gens un petit peu quand même. Ouais. Parce qu'il y a quand même il y a de la chaleur autour de tout ça.